OK. Alors, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez dans la planète. Alors, nous sommes le 29 juin 2017 et comme toujours, un petit webinaire à chaque semaine. Ce webinaire-ci, j'ai pensé le faire avec suite à une discussion que j'ai eue avec une étudiante de la formation professionnelle qui m'a fait part donc d'un compte rendu qu'elle avait fait d'une cliente. Et puis j'ai pris le temps de regarder, puis ça m'a amené donc à me dire, mais tiens, qu'est-ce que ça pourrait être intéressant de faire un petit webinaire sur comment améliorer sa habileté intuitive. C'était le sujet que je me suis donné. Alors, évidemment, ça va être fait un peu de façon selon des notions, ce que j'ai vu de son histoire de cas qu'elle m'a présenté, mais aussi, effectivement, ce que j'ai observé souvent que l'on a tendance à faire les mêmes erreurs qu'on a tendance à faire par rapport au développement des habiletés intuitives. Et tant sur la pratique personnelle que sur la pratique professionnelle, on retrouve quand même des difficultés qui sont assez régulières, puis qui se font assez rapidement et qui se font assez répétitivement, et qui malheureusement vont faire que notre habileté intuitive ne va pas se développer parce qu'on va développer les mauvaises habitudes que j'appelle moi. Alors, c'est ça un petit peu que je vais chercher à vous présenter. Puis, Joanne, par quelque part, on pourra revenir sur cette question que tu m'as posée à la toute fin du webinaire, que ça sera peut-être un peu la continuité. Je vois qu'on pourrait faire une continuité à partir de ça. Ça vous va? Donc, évidemment, s'il y a d'autres questions entre-temps, ben, vous y allez. Et s'il y a d'autres personnes à la salle, bien évidemment, bonjour à tous hein, pour ce petit webinaire. Donc, première chose, il y avait donc une conférence hier. Pour ceux qui n'y ont pas assisté, vous pouvez donc maintenant la visionner sur YouTube dans le canal Pleine Conscience Intuitive. Donc, toutes les conférences et les webinaires, vous allez normalement les retrouver assez rapidement, à moins qu'il y ait eu un problème technique, mais en général, elles sont toutes là. Et vous en avez donc un certain nombre, un nombre assez important de webinaires et de conférences. Alors, les conférences, c'est des thèmes un peu, on va faire quelque chose un peu plus élaboré en général, comme hier, c'était une conférence. Aujourd'hui, un webinaire, bien évidemment, la présentation théorique, c'est une mini-conférence en fin de compte, hein, qui va peut-être durer à peu près une demi-heure selon le cas. Et ensuite, je réponds aux questions pour ce qui est des webinaires. Et les conférences, c'est donc un peu plus élaboré. Alors voilà. Donc, comment améliorer ses habiletés intuitives? Euh, c'est intéressant parce que ça nous ramène encore une fois à la base essentielle de la pratique. Hein, parce que quand on se dit comment apprivoiser ou développer ses habiletés intuitives, comment faire pour être plus performant, ça nous ramène donc aux techniques vraiment de fondement de base et c'est ça sur quoi j'aimerais qu'on regarde dans un premier temps. Alors, on se rappelle la pratique de l'enracinement. Bon, la pratique de l'enracinement, à quoi elle sert? Elle sert à nous préparer à faire une pratique intuitive. Donc, ça, c'est une première chose qu'il faut se rappeler. La première étape, c'est de se dire, ben voilà, je vais m'enraciner pour me mettre dans une position d'alignement. L'alignement, ça veut dire quoi? C'est une position dans laquelle l'énergie de la Terre et celle du ciel circulent à travers mon corps. Et quand ces deux énergies circulent à travers mon corps, je me retrouve dans une position, ce que j'appelle d'alignement, c'est-à-dire une position de verticalité. C'est-à-dire que je vais avoir moins tendance à projeter mon énergie vers l'extérieur. Alors, moins tendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis capable d'assumer cette énergie de la Terre et du ciel, ben, je vais être vraiment capable d'être dans une position d'alignement et je vais donc être capable de me mettre dans une position de témoin envers ce qui se passe autour de moi. Ça implique quoi? Ça implique ma vie, dans ma propre vie à moi. Je ne vais donc pas projeter des choses vers les autres. Je vais donc être capable de rester dans une position de témoin envers ce qui se passe dans ma vie. Et en tant qu'intervenant par rapport à moi, ben, je vais être capable donc d'avoir un positionnement beaucoup plus clair et objectif parce que j'aurai cette capacité d'être un témoin. Et si je fais une pratique vers un partenaire, bien évidemment, je serai en mesure de mieux voir cette personne-là parce que je serai capable de l'accueillir dans sa globalité. Alors, l'enracinement, ça n'a de rien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire circuler l'énergie dans tout notre corps. Ça veut dire que s'il y a des blocages, des perturbations, des déséquilibres en état de soi, c'est peut-être parce que justement, je ne parviens pas à faire circuler l'énergie dans mon corps. Donc, la pratique de l'enracinement va m'aider à cela, mais elle va m'aider aussi à devenir conscient peut-être de certaines résistances ou certains éléments figés dans ma conscience qui vont faire que je vais pas être capable de faire un travail sur moi. Hein, par exemple, s'il y a des zones de mon corps que j'habite pas parce que j'ai trop de douleur, de tristesse associée à ces régions-là, mais ces régions de tristesse-là que j'habite pas vont faire que moi, je vais avoir donc une circulation moins dans cette région-là, mais aussi c'est que quand je me mets en relation avec un partenaire, je vais pas être capable de me syntoniser à la tristesse que cette personne pourrait avoir, par exemple, parce que je ne serais pas capable moi-même de me connecter avec elle. Donc, vous voyez déjà que ça, c'est un élément important. Déjà que la pratique de l'enracinement, on a déjà une compréhension d'un certain travail qu'on a à faire. Ce travail-là, quand on fait l'enracinement, ça nous amène inévitablement vers le décodage intuitif, les techniques de déprogrammation et de soins, puisque l'enracinement va nous donner une opportunité de voir comment l'énergie circule en soi. Et qu'à partir du moment qu'on reconnaît
comme mon énergie circule en soi, ben on va peut-être avoir le goût, le désir justement d'effectuer par la suite des actions thérapeutiques par rapport à la situation. Alors c'est ça un petit peu qu'on va chercher à faire. Donc, dans un premier temps, c'est de bien se préparer avec l'enracinement et d'être conscient quelque part que l'antenne qui vibre de partout ben, a plus de chances de se rendre réceptif à qui on est dans sa globalité et on est plus capable de se rendre réceptif à au l'être humain qui est devant nous. On va donc être capable de s'ouvrir vraiment à lui complètement et totalement. Et dans ce sens-là, ben, notre perception intuitive va être la plus ouverte et la plus expansive, je dirais, possible. Alors ça, c'est donc un élément important. Donc, l'enracinement qui est vraiment la technique de préparation et qui ouvre la porte vers le processus intuitif. Et on a vu que lorsqu'on est dans un état d'enracinement, on va donc créer le soleil rayonnant lumineux dans notre cœur, expression de la terre et du ciel. Et cette énergie-là qui se trouve dans notre cœur, ben, on va la diriger vers soi, ou on va la diriger vers un écran. Il y a la technique du projecteur, technique de l'écran. Vous vous en rappelez? Ce sont deux techniques qu'on peut appliquer quand on fait un travail sur soi, mais ce sont deux techniques qu'on peut appliquer également quand on fait ça sur un partenaire. Alors, ces techniques-là, évidemment, qui sont le projecteur et l'écran, vont nous permettre donc de simplement porter notre attention. Hein, si je le fais sur un partenaire ou si je le fais sur moi, ben, si je le fais sur moi, si je veux aller visiter mon genou, ben, je vais mettre ma lumière dans mon genou. Si je veux projeter mon genou dans l'écran, ben, je vais simplement projeter mon genou dans l'écran. Et même chose, je vais donc voir apparaître à ce moment-là un processus, une perception qui va apparaître. Cette perception-là qui va apparaître, c'est pas une perception que j'ai inventée. C'est une perception qui va s'imposer à moi. J'aimerais ça le préciser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette perception s'impose à moi, ça veut donc dire que cette perception-là, elle a un potentiel d'information à me transmettre, un potentiel de connaissance. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de décrire ce que je vois, entends et ressens d'une façon objective. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un processus d'interprétation quand quand je décris, excusez-moi. Quand je décris, je ne fais simplement qu'observer ce qui est. Et par cette observation-là, je parviens donc à développer certaines connaissances de ce que je perçois parce que j'arrive à constater que dans mon genou, par exemple, c'est sombre et puis c'est sec et puis il y a de la tristesse, par exemple. Donc ça, c'est une observation objective, c'est-à-dire que je n'interprète pas. J'observe qu'il y a de la tristesse, j'observe que c'est sec, j'observe ceci, j'observe cela. Donc on n'est pas dans un processus encore là d'interprétation parce que je pourrais dire ah mais je me sens intellectuellement je pourrais me dire ah mais je me sens triste parce que ce matin j'ai eu un conflit avec quelqu'un. Alors, ça serait une interprétation, ça. Une interprétation qui ne serait pas objective, que je dirais. Dans le sens que c'est une interprétation que moi, je réfléchis en disant, ah ben oui, cette tristesse est due à ça. Et là, on n'est pas dans le processus intuitif, d'accord? Je vous fais bien une distinction pour que vous compreniez quelque part que quand on veut développer notre intuition, on doit y faire confiance. Et si je dois y faire confiance, ça veut donc dire quelque part que quand je décris les perceptions que je vois, entends et ressens, ben, cette description-là doit être la plus objective possible pour ne pas interpréter, pour ne pas tomber dans la subjectivité. Parce que si j'interprète l'information que je perçois, je suis en train donc de vivre une forme de subjectivité. Je perds ma position de témoin. Donc ça, c'est un élément important que je voulais donc apporter. Alors, quand on fait une pratique sur soi ou on fait une pratique sur un partenaire, c'est la même chose. L'autre chose qui est importante dans cette notion de description-là, que j'en parle parce que j'ai vu dans l'histoire de cas de la personne qui m'a été proposée, j'ai vu à quelque part qu'il y avait un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que la description, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ma lumière, si je travaille sur mon genou, j'envoie la lumière dans mon genou. Si je l'envoie sur un chakra, ben, j'envoie la lumière vers le chakra. Si je l'envoie vers mon aura, je l'envoie vers mon aura. Si je l'envoie vers une émotion de tristesse, je l'envoie vers une émotion de tristesse. Si je l'envoie vers une sous-personnalité, je l'envoie vers une sous-personnalité. Alors, vous voyez que ce que je vous fais comprendre ici, c'est que cette notion de lumière devient quelque part un révélateur d'un certain nombre d'informations que je vais aller chercher. Et cette somme d'informations-là, évidemment, elle va se manifester selon qu'est-ce qui va se passer, selon qu'est-ce que je vais percevoir et selon le thème sur lequel je veux travailler. Ainsi, je veux travailler sur le colérique en moi, mais le colérique en moi, ben, la lumière va diriger directement vers le colérique en moi. Et à ce moment-là, je vais faire confiance au processus imaginaire qui va me mettre en évidence comment cette partie de moi qui est colérique va se manifester à moi. Et je vais chercher, évidemment, dans mon intention, à avoir une image la plus précise possible de ce que je peux appeler la partie colérique en moi. C'est-à-dire que je vais chercher à reproduire une image quelque part de Sylvain en colère, par exemple, et je vais laisser le processus imaginaire s'imposer à moi, c'est-à-dire que je vais laisser le processus imaginaire prendre cette image de Sylvain en colère et de me la manifester d'une façon animée, d'une façon quelque part qui est animée par une conscience, qui est animée par une intelligence, je dirais aussi. Alors c'est ça qui va m'amener donc dans cette idée-là, hein, de pouvoir vraiment être capable de travailler sur plusieurs aspects de mon être et plusieurs aspects d'un partenaire. C'est-à-dire que je suis capable de voyager dans le champ énergétique et voyager dans la
qualité de l'information que je recherche. Alors, je peux donc porter mon attention vers un organe. Je peux travailler sur l'aura ou sur un chakra d'une façon plus énergétique. Je peux porter mon attention vers une nature plus psycho-émotionnelle, avec les subpersonnalités, par exemple. On pourrait travailler dans le passé, des mémoires du passé, d'aller définir, bon, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans, par exemple. On peut aller voir un ancêtre, on pourrait aller voir mon arrière-arrière-grand-père. Je pourrais aller voir une mémoire d'autre vie avec lequel je vois que je vois des films, je sais pas, de chevaliers, et je suis constamment affecté par ces films-là. Je me sens beaucoup triste quand je vois des films sur les chevaliers. Ben, je me dis, tiens, je vais aller voir la résonance que j'ai avec les chevaliers. Alors, vous voyez que tout ça, c'est des exemples que je vous donne pour vous faire comprendre que l'intuition, c'est pas un petit espace réduit comme ceci, dans lequel on travaille, puis on se dit, ah ben voilà, la technique, c'est ça, puis je fais ça, puis c'est toujours un peu la même chose que je fais. Non. L'intuition, c'est quelque chose qui est complètement vaste, qui est plein de possibilités. Et mon objectif, évidemment, c'est de chercher à mettre l'emphase sur cette capacité que j'ai d'élargir mon point de vue. Donc, élargir mon point de vue signifie de travailler tant sur l'aspect énergétique, psycho-émotionnel que spirituel, de chercher justement à voyager dans les diverses sphères des niveaux de conscience pour être capable d'avoir la vision la plus globale possible, la plus riche possible. Alors, quand on tombe dans une forme de routine, la routine, c'est un peu comme faire toujours un peu la même technique, la même chose. Mais là, inévitablement, on tombe dans quelque chose de limitatif. On tombe dans quelque chose de sécurisant. Mais cette sécurité, finalement, c'est un peu comme un espace carré qui fait qu'on n'arrive plus à en sortir parce qu'on est toujours très confortable dans cet espace-là. Alors, je pense que c'est bien important de comprendre cet aspect-là dont je vais vous parler. Je vais vous donner un exemple de ça que j'ai peut-être déjà exprimé. Excusez-moi si je radote pour ceux qui auraient peut-être déjà entendu l'histoire. Mais j'avais une étudiante, donc j'avais un groupe j'avais une étudiante qui me collaborait avec moi, qui me disait qu'elle avait pu voir un petit peu qu'est-ce que les autres étudiants faisaient. Et elle me disait justement qu'il y avait une étudiante parmi le groupe elle avait été très impressionnée. Elle avait l'impression que cette étudiante-là pourrait aller très loin. Donc, je dis, ah, ben, c'est super, tant mieux. Et on s'est resté comme ça, puisque j'ai pas eu la chance de la côtoyer tant que ça dans le cadre de la formation. Mais par la suite, avec la formation s'est poursuivie, tout ça. Et j'ai eu la chance donc de faire de voir avec elle un petit peu comment ça fonctionnait, comment elle évoluait, tout ça. Et ce que j'ai constaté chez cette personne-là qui avait été vraiment, d'après cette personne-là, une longueur d'avance sur tous les étudiants qui étaient dans le groupe, ben finalement, ce qui s'est arrivé, c'est qu'elle a développé ce que j'appelle une recette. Alors, la recette, c'est que dès le premier atelier, la recette, elle l'a appliquée, et à la fin de la formation, en tout cas jusqu'au moment où elle s'est rendue à la formation, elle est restée avec la même recette. Donc, vous comprenez que la recette, c'était, elle allait voir chez la personne une mémoire de son enfance, ou une mémoire je pense que c'était une mémoire psychogénéalogique. Et après ça, elle faisait un lien avec l'histoire de la vie de la personne, ça s'arrêtait là. Elle faisait toujours un peu la même chose. Elle avait fait une formation en biologie totale, donc elle avait une certaine habileté à travailler dans cet espace-là. Et donc, quand elle faisait le travail intuitif, c'était toujours la même chose qui se faisait. Et les gens la valorisaient, donc elle était contente, elle avait le sentiment de complétude, de reconnaissance, de satisfaction, parce que sa petite recette fonctionnait bien finalement. Malheureusement, d'un point de vue enseignant, ce que j'ai observé chez cette personne-là, c'est que cette analyse-là qu'elle manifestait était de moins en moins efficace. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, ben, en fait, à la fin de l'enseignement, parce qu'elle a cessé la formation, parce que quelque part, ben, je pense que les gens ont fait une progression comme ceci, les étudiants du groupe, et elle, ben, on pourrait dire qu'elle a commencé très haut, mais elle a fait une descente, vraiment. À la fin, elle était en dessous des compétences des autres étudiants. Alors, tout ça pour vous raconter que quand on tombe dans quelque chose de trop confortable, il y a un danger à se laisser prendre dans ce confort-là. Et moi, je me rappelle quand je pratiquais et quand je commençais, bon, je faisais donc beaucoup de lectures, mais j'avais constaté à un moment donné, au début, que j'avais effectivement cette zone de confort-là, un peu un genre de scénario que j'avais développé. C'est peut-être pas un scénario, mais un genre de perception. Et ces perceptions-là, quelque part, ben, m'amenaient donc à parler de certains thèmes, de revenir un petit peu sur des thèmes qui étaient comme basés sur une genre de petit confort, de petite structure que j'avais développée. Alors, ça, c'était donc une chose que je voulais donc vous parler, que quand vous développez son habileté intuitive, on doit vraiment revenir sur tout l'enseignement que vous avez reçu, que ce soit sur la pratique personnelle, que ce soit sur la pratique professionnelle. Vous avez une série de techniques qui ont été proposées. Et l'idée, c'est vraiment de chercher constamment à utiliser l'ensemble des techniques pour vous surprendre. C'est ça qu'on va chercher habituellement à faire, parce que si on ne fait pas ça, on va se retrouver dans une position souvent, comme je disais tantôt, de routine,
de confort, où on se dit, ah, ben, je fais toujours un peu la même chose, mais en même temps, je suis bien, je suis confortable, les gens sont contents, je suis content. Et donc, de cette façon-là, on va développer cette fameuse routine dont j'ai parlé tantôt, qui peut effectivement être ennuyante au niveau du développement des habiletés intuitives, parce que cette routine-là va finalement nous devenir un peu comme de moins en moins intuitif, parce qu'on va développer une certaine logique intellectuelle de plus en plus importante, qui va faire que l'intuition soit de moins en moins présente. Alors, c'est pour ça que j'avais envie de vous témoigner de ça. Donc, c'est donc un aspect important d'être attentif à vraiment essayer de se surprendre et essayer également de faire confiance au processus imaginaire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, quand je parle de la description, c'est de faire confiance, c'est-à-dire que je décris ce que je vois, entends et ressens. Je ne cherche pas à interpréter, je ne cherche pas à vouloir intellectualiser ce qui est là, je cherche vraiment à faire confiance au processus imaginaire et ensuite à passer à l'étape du questionnement. Le questionnement, c'est important. Parce que le questionnement, ça me met dans une position où je ne cherche pas à intellectualiser ou à interpréter ce que je vois ou entends et ressens, mais je cherche au contraire à accepter que le monde imaginaire va avoir une capacité intelligente à me transmettre de l'information. Et cette incapacité de me transmettre de l'information, c'est pas moi qui va chercher à la définir, c'est vraiment le processus de questionnement qui va m'amener à développer une compréhension. Cette compréhension-là, si elle m'étonne, elle me surprend, c'est un très bon signe, que ce soit dans une pratique personnelle ou une pratique professionnelle. Quand je questionne les perceptions intuitives que j'ai et que j'en arrive à des compréhensions que je n'avais pas entrevues, c'est un très bon signe. Ça veut donc dire quelque part qu'on touche quelque chose de nouveau et ça, c'est un signe souvent intéressant, surtout quand c'est cohérent, quand c'est intelligent, quand on comprend des choses, qu'on se révèle des choses nous-mêmes, c'est un très bon signe. C'est pas toujours le cas, hein, mais quand ça arrive, ça veut donc dire quelque part qu'on est certainement dans une bonne voie. Donc, le questionnement est très, très important. Là, j'ai abouti des petites choses pour essayer d'amener des réflexions sur qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer vos compétences et vos habiletés intuitives. Donc, après avoir été au maximum du questionnement, une chose dont je ne vais pas raconter dans l'enseignement, je pense, des formations, parce que c'est venu un peu plus sur le tard, c'est cette idée de se positionner par rapport à l'information intuitive. C'est-à-dire que moi, j'observe quelque chose dans ma perception intuitive, je le décris, je le questionne, j'interagis avec, ça peut me répondre ou pas me répondre, et ensuite, moi, je me positionne. Se positionner, ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Moi, je suis à ma relation avec mon genou, je questionne mon genou et il n'y a pas de réponse. Je questionne, il n'y a toujours pas de réponse. Je deviens fâché, je deviens frustré de ça. Alors, plutôt que de rester dans un état de frustration et de le garder pour moi, ce qui peut être intéressant, c'est de simplement exprimer. C'est ça, se positionner. Hein. C'est exprimer. Mais écoute, genou, je te questionne, tu ne me réponds pas et ça me met en colère. Je vais te le partager. Alors, ça, on est dans une position de témoin. On reconnaît qu'on a une colère en soi et on est dans une position d'observateur pour se positionner par rapport à notre genou. Si on le fait sur un partenaire, c'est un peu la même chose. Hein. Si on a des perceptions où on prend notre position de témoin face à notre partenaire, mais on peut effectivement aussi faire part hein, dans le champ subtil de notre partenaire hein, qu'on a une certaine forme de frustration parce qu'on n'a pas de réponse et de simplement rester dans une position d'observation et de témoin toujours pour permettre l'échange de se faire. Donc ça peut relancer le processus intuitif que de se positionner. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui va en résulter. Puis encore là, bien évidemment, on revient au questionnement et tout ça pour approfondir. Puis après ce questionnement-là, qui est vraiment, donc, ce que je veux vous faire comprendre avec le questionnement et se positionner, c'est vraiment une occasion pour moi de faire confiance au monde imaginaire. Alors, quand on fait un processus intuitif de pleine conscience, on doit vraiment permettre à notre imaginaire de prendre de la place. Prendre de la place, c'est-à-dire de prendre tellement de place que c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous fait cheminer dans notre pratique intuitive. Si on est capable d'accepter ce jeu-là, ben on a vraiment de bonnes chances de se laisser porter par le jeu intuitif et de sagesse de l'intelligence et de pouvoir vraiment faire une écoute qui va être riche et intéressante. Après cette déprogrammation et ce questionnement-là, ce positionnement-là, on va ensuite parler de déprogrammation. Donc la déprogrammation, c'est quelque chose d'important. Je vous réfère au livre Se libérer du connu dont je vous ai déjà parlé, de Krishnamurti, que moi j'avais beaucoup aimé, qui est un livre qui explique très clairement, je trouve, la raison d'être de la déprogrammation. C'est-à-dire que nous, on est porteurs dans notre conscience d'un bagage limitatif, c'est-à-dire un bagage associé au passé, qui nous ramène constamment à se référer à ce qu'on a vécu dans le passé pour regarder notre réalité actuelle. On est toujours donc limité finalement à regarder notre vie actuelle avec les limitations de notre passé. Et dans ce sens-là, évidemment, la déprogrammation devient un élément fondamental par rapport à ça. Parce que quand je questionne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc faire des constats.
Alors, quand je me positionne, je peux arriver donc à des constats, c'est-à-dire à faire des constats d'une situation, constater que j'ai une certaine énergie de tel ordre, etc., et de faire des constats. Ces constats-là, quelque part, sont intéressants, mais ça demeure pas moins que ce sont comme des observations. C'est ça la situation. Et la déprogrammation, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est qu'on commence à comprendre que la déprogrammation me permet d'interagir avec la mémoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la mémoire? Parce que déprogrammer, on pourrait dire, ben, je peux déprogrammer énergétiquement parlant. Par exemple, je vois le foie, je vois une tâche dans le foie, je peux lui demander qu'est-ce que le foie a besoin, la tâche du foie a besoin de lumière, je lui envoie de la lumière, puis ça change les choses, puis je peux rester donc une déprogrammation qui peut être très énergétique finalement, se limiter dans à la dimension énergétique, mais je peux faire une déprogrammation qui va être plus psycho-émotionnelle, qui va tenir compte de l'aspect mémoire. Ça veut donc dire que quand je vais faire un décodage intuitif, je vais donc être capable de me syntoniser à la mémoire qui anime la région sur laquelle je suis en contact, et je vais pouvoir interagir avec elle de diverses façons. Alors, on sait que dans l'enseignement, il y a des façons de travailler avec la mémoire. Puis la mémoire, c'est ça qui est vraiment relié à la déprogrammation. Et quand on veut faire de la déprogrammation en général, on va vraiment travailler avec la mémoire. C'est ça qui va être l'élément clé de la déprogrammation. Alors, la mémoire, qu'est-ce que c'est? La mémoire, c'est donc tout processus énergétique ou psycho-émotionnel qui est en liaison avec le passé. OK? On pourrait voir ça comme ça. C'est-à-dire que la mémoire, c'est quelque chose qui est en relation avec une expérience de vie et qui vient avec une certaine compréhension, une certaine programmation qui est associée à ça aussi, qui fait que on sait que parce qu'on a vécu ça à tel moment de notre vie, que dorénavant, on va vivre toujours la même chose. Alors ça, c'est une programmation. Alors la programmation, évidemment, peut être intéressante, mais elle est souvent nuisible, parce que quand on programme, on est toujours programmé par quelque chose, on ne peut pas accéder à la transformation et à l'évolution. Alors quand on parle de déprogrammation, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, je peux, dans mon travail personnel autant que dans mon travail professionnel, intervenir avec la mémoire. Intervenir avec la mémoire, c'est donc d'interagir avec elle. Et si j'interviens avec elle, ça veut donc dire quelque part que je vais donc modifier mon regard de cette perception que j'ai de cette mémoire-là et donc de l'équilibrer. Alors, si j'arrive à l'équilibrer, ben effectivement, je vais me sentir mieux ou mon partenaire va se sentir mieux. Mais aussi, c'est que si je la transforme, elle va me donner de nouvelles informations. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on observe lorsqu'une déprogrammation est faite? C'est que la mémoire se transforme, puis elle me met en contact avec un potentiel évolutif. Elle me met en contact avec quelque chose que je n'ai pas encore actualisé, mais que si je reconnais cette énergie-là qui s'actualise, je constate effectivement mieux-être. Je constate quelque chose de plus équilibrant, de plus harmonieux, etc. Donc, vous voyez que c'est là quelque part que la déprogrammation va devenir un élément très intéressant. D'une part, la déprogrammation va être un approfondissement du décollage intuitif, et d'autre part, elle va être un soin. Donc, ça devient fort intéressant. Puis encore là, évidemment, pour procéder de cette façon, il faut faire confiance au processus intuitif, parce que sinon, on ne serait pas capable de pouvoir le faire. Donc, s'il y a des questions, évidemment, par rapport à ce que je vous raconte, donc l'idée, c'est de vous donner de revenir sur les éléments qui font qu'on peut arriver à améliorer nos habiletés intuitives, à être capable de pouvoir mieux percevoir les choses. Alors, comme je disais, c'est que j'ai eu envie de vous parler de ça parce que j'ai eu donc un compte rendu qui m'a été remis. Et j'avais envie, effectivement, de pouvoir vous revenir là-dessus, parce que je voyais qu'il y a des éléments dont je vais vous parler plus précisément par la suite, qui étaient manquants dans cette histoire de cas-là. Donc, j'avais envie de vous parler de ces choses-là, qui sont quand même des éléments qui m'apparaissent importants. Ensuite de ça, après la déprogrammation, il y a un autre élément qui était important. C'était l'utilisation des techniques de soins. Alors, après la déprogrammation, il y a plein de techniques de soins qui sont enseignées. Alors, par exemple, dans l'introduction en ligne, vous aviez l'accueil, transfert d'énergie, chirurgie, miniaturisation. Vous avez déjà dans le bouquin d'introduction 4 techniques de soins, finalement, qui combinent la déprogrammation, le décollage intuitif, la déprogrammation et le soin. Donc, vous voyez que vous avez donc 4 techniques dans l'introduction en ligne. Dans le module sur les chakras, vous aviez plusieurs techniques. Vous aviez l'ouverture-fermeture, l'équilibre par les couleurs, la circulation rotatoire, mouvement ascendant-descendant, circulation entre les axes. Alors ça, c'est toutes des techniques aussi qui vous donnent l'opportunité d'augmenter votre palette de couleurs, de possibilités quand on fait un soin. Hein, parce que chacune de ces techniques-là va donc avoir une action et une façon d'interagir avec moi ou mon partenaire qui vont être différentes et qui vont m'amener donc inévitablement à élargir mon point de vue, ma compréhension de la situation. Et c'est ça qu'on cherche à faire idéalement dans cette pratique-là.
Ensuite, la psycho-émotionnelle, on a vu les supersonnalités. Les supersonnalités, bien évidemment, ça nous permet de pouvoir élargir notre palette de couleurs, puisqu'on peut travailler sur à peu près tous les comportements imaginables qu'on peut concevoir en travaillant sur la nature des supersonnalités. Puis on peut évidemment travailler vraiment sur l'aspect de déprogrammation à ce moment-là, puisque ces supersonnalités-là, on va chercher à les visualiser, à les percevoir comme ayant vraiment une conscience comme un corps. Par exemple, la partie colérique qui est en moi, ben, je vais la percevoir comme étant Sylvain colérique, donc avec un corps complet, et dans lequel je vais donc pouvoir aussi observer l'énergie vitale qui circule dans cette mémoire-là, l'équilibre des chakras qui sont présents, etc. Donc, il y a vraiment un travail qui peut être fait où je vais reprendre donc les connaissances que j'ai acquises au niveau des chakras pour équilibrer les chakras dans un contexte de déprogrammation d'une supersonnalité psycho-émotionnelle à ce moment-là. Donc, tout ça va faire que je vais développer un langage beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche de cette façon-là. Si on aborde les soins quantiques de l'oreille et des fascias, bien évidemment, il y a une série de techniques énergétiques, de soins qui vont finalement vous permettre de pouvoir interagir avec votre partenaire ou vous-même d'une façon multiple, c'est-à-dire de façon plus globale, avec des techniques qui travaillent sur l'énergie vitale, d'autres sur les fascias, d'autres sur l'aura, d'autres sur les courants d'énergie, la guérison par l'âme, la guérison supramentale qui sont abordées, la guérison quantique, donc la méthode des 2 points. C'est toutes des techniques, effectivement, qui vont nous permettre d'interagir avec le corps différemment et de nous permettre encore là d'augmenter notre palette de couleurs. C'est ça un peu l'idée. Hein? C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est utiliser toutes ces techniques-là pour être capable de pouvoir avoir une vision la plus riche possible de mon regard, de moi-même ou de mon partenaire. Quand j'aborde l'aspect coaching évolutif et des programmations de mémoire cellulaire, mais c'est évident que je vais pouvoir voyager dans le passé, présent, futur. Donc, je vais commencer à comprendre que dans mon passé, j'ai des mémoires qui peuvent m'empêcher d'être équilibré. Je vais voir que des mémoires psychogénéalogiques peuvent aussi résonner avec moi ou des mémoires pendant d'autres vies. Donc, encore là, il y a tout un travail que je vais pouvoir faire qui va me permettre de pouvoir vraiment faire un travail très précisément. C'est-à-dire que, par exemple, si à l'âge de 5 ans, j'ai vécu quelque chose de très traumatisant, ben je peux carrément aller voir cette expérience de 5 ans en faisant un voyage dans le monde de la mémoire, mais pour aller vraiment me cibler avec cette expérience de 5 ans. Si je veux aller voir donc une mémoire familiale, un arrière-grand-père, ben je peux effectivement me syntoniser à lui pour aller chercher de l'information directement. Si je veux avoir une mémoire d'autre vie, tantôt je parlais de l'exemple des chevaliers, hein, que je vois des films sur les chevaliers puis que je me sens mal, donc j'aurais envie peut-être d'aller un peu plus loin, donc je pourrais très bien aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ma résonance avec des mémoires de chevaliers, puis voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc vous voyez que à travers ce qu'on vient de voir là, il y a vraiment comme une palette de couleurs assez vaste. Si on aborde l'aspect de l'alignement soi supérieur et des programmations grâce au guide, on comprend quelque part que on va donc chercher à nous mettre ou mettre notre partenaire en liaison avec sa dimension supérieure. Donc, cette dimension supérieure ben, va me permettre de voir qu'il y a une interaction entre ces dimensions supérieures-là, les mémoires d'autres vies, les mémoires psychogénéalogiques, l'histoire personnelle de ma vie, le champ énergétique et mon corps physique. Donc, l'alignement avec le transpersonnel va m'indiquer justement de quelle façon que moi ou mon partenaire vont réagir à mesure que cet alignement-là, on cherche à le rétablir. Donc, encore là, ça aussi, ça va augmenter notre palette de notre vision de notre partenaire ou de nous-mêmes, qui va nous permettre, encore une fois, d'appliquer le décodage des programmations et soins d'une façon très riche, puisque je vais avoir plusieurs points de vue qui vont se manifester à travers le travail que je vais effectuer. Il y a évidemment le travail avec les guides qui est assez intéressant parce que le travail avec les guides m'amène donc à prendre conscience que je peux très bien collaborer avec un intermédiaire, c'est-à-dire que moi je peux travailler avec un partenaire puis me retrouver à 3, c'est-à-dire le guide, moi et mon partenaire, et le guide va donc pouvoir interagir tant dans la dimension physique, énergétique, psycho-émotionnelle que spirituelle selon le besoin, et le guide va pouvoir m'accompagner dans le voyage de la mémoire pour faire un travail, que ce soit sur des personnes décédées, que ce soit sur les mémoires d'autres vies, que ce soit sur mon histoire personnelle, etc., etc. Donc, vous voyez encore là qu'il y a quelque chose encore là c'est ça qui va augmenter notre habileté intuitive. Quand on regarde l'enseignement sur l'activation intuitive des ressources créatrices et les techniques effectivement de libération émotionnelle, on va se rendre compte évidemment que ces techniques-là vont aussi nous apporter un élément intéressant parce mais elles sont davantage des techniques qui ont été développées pour favoriser l'intégration chez un client, par exemple, plus particulièrement. Donc, le client va donc pouvoir utiliser ces techniques-là pour apprendre à développer une autonomie et développer à quelque part une relation avec lui-même de plus en plus riche, où il va reconnaître la sagesse intelligente qui anime son être. Puis évidemment, il y a toute la série d'enseignements
dont on a parlé de l'alimentation, les remèdes, etc., qui sont encore là. D'autres façons d'aborder notre relation avec notre démarche intuitive. On peut donc travailler avec des bijoux aussi, aller voir les bijoux que l'on porte. On peut donc aussi visiter une maison, évaluer notre maison, la qualité énergétique d'une maison. On peut travailler vraiment sur la dimension spirituelle, concernant la prospérité. On peut travailler sur des aspects plus quantiques. Bon. Donc, vous voyez, il y a plusieurs aspects dans la pratique. Et c'est certain que si moi, je commence à vraiment prendre conscience de toutes les applications que j'ai, ben ça veut donc dire quelque part que j'ai une grande, grande capacité de pouvoir faire un travail intéressant et que si j'apprends à développer la diversité, c'est-à-dire à utiliser ces techniques-là pour justement faire un travail intuitif intéressant, bien évidemment, je risque d'élargir ma palette de couleurs, d'élargir mon champ de conscience, d'élargir mes capacités. Alors ça, c'est une chose qui est très, très importante. Donc, de ne pas avoir peur, de bien comprendre la diversité des techniques. Alors, moi, j'ai eu un compte-rendu aujourd'hui d'une personne qui me remettait un compte-rendu sur les chakras. Et puis, je vous parle de tout ça parce que ce qu'elle me donnait comme information, c'était des informations sur chaque chakra avec une information qui était bien quand même, mais qui n'était pas très élaborée, je dirais. Et je me disais que si cette personne-là, elle appliquait les 5 techniques sur les chakras qui ont été proposées dans le cadre de la pratique, ou même les 3, parce que si on regarde un chakra, par chakra, on pourrait faire ouverture-fermeture, équilibre par les couleurs, circulation rotatoire. Ça pourrait être les 3 techniques de base pour chacun des chakras. Ça serait une possibilité. Et dans chacun d'eux, bien évidemment, on fait un soin, mais en même temps, on fait du décodage, des programmations et soins. Donc, on pourrait aller chercher une certaine somme d'informations sur les chakras qui me permettrait d'arriver à un certain résultat intéressant. Alors que ce qui m'a été remis, c'était, d'une part, la première chose que je dirais, c'est que quand on veut faire un travail sur un partenaire ou on veut faire un travail sur soi, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est de donner une image globale de notre partenaire. L'image globale de notre partenaire, ou même de nous-mêmes, c'est d'avoir une vision générale. C'est-à-dire, c'est comment la circulation énergétique se fait dans le corps de mon partenaire ou de moi-même. Est-ce que l'énergie est en bas? Est-ce que l'énergie est en haut? Etc. Donc, on a une vision vraiment globale pour avoir déjà une idée de l'action qu'on va avoir à chercher à faire de façon globale. Alors, pourquoi travailler de façon globale pour commencer, alors que quelqu'un pourrait venir avec un problème de santé très précis? Mais la globalité, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? C'est qu'elle va nous permettre d'avoir une vision globale, justement, de la problématique de la personne. La personne peut avoir un problème très localisé, mais c'est pas parce que son problème est localisé que la problématique énergétique ou la cause de ce problème-là est étroitement reliée à l'endroit où, justement, on peut localiser le problème. Et des fois, on peut se dire, ben moi, j'ai un problème dans la gorge, mais constater que le problème de la gorge est en étroite relation avec une autre région de mon corps. Alors, c'est là que ça devient intéressant de pouvoir avoir cette vision globale qui va déjà nous permettre d'avoir une vision un peu plus étoffée, je dirais, par rapport aux soins qu'on va faire. Et on va donc partir avec une perception. L'autre chose, c'est que on peut très bien faire une lecture, par exemple, des chakras, cette personne-là, et on va chercher évidemment donc à évaluer qu'est-ce qui se passe quand je fais telle technique, qu'est-ce qui se passe quand je fais dans telle autre technique, qu'est-ce qui se passe quand je fais telle autre technique, et ainsi de suite. On va prendre le temps de faire chacune des techniques pour bien s'assurer que chacune des techniques, il y a donc des réactions qui vont en résulter, et que dans ce sens-là, bien évidemment, ça va me permettre d'enrichir ma compréhension dans le processus intuitif. Et puis, l'autre chose que je voulais apporter par rapport à cette histoire de colloque que j'ai remarqué, c'est que si quelqu'un, par exemple, il fait une évaluation au niveau des chakras et qu'on me dit ensuite, bon, la personne a un problème de santé, mettons, les hémorroïdes, OK? Ben, si cette personne-là, donc, on lui dit qu'elle a les hémorroïdes, ben, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est d'utiliser notre perception intuitive pour se mettre en relation avec la région où se localisent les hémorroïdes, de pouvoir donc se mettre en relation avec cette région-là, faire description, décodage, déprogrammation et soins. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça va être bien, bien important, surtout quand une personne a une problématique très précise, qu'elle vient nous voir pour ça. Ben, c'est bien évident, quelque part, qu'on doit, nous, intégrer sa demande dans la consultation et ça veut donc dire quelque part que le travail que je vais faire autour des chakras ben, va aussi être relié à cette dynamique-là. C'est-à-dire que même si je suis au travail au niveau du chakra de la gorge, je sais effectivement que mon partenaire a des hémorroïdes, ben, quelque part, je vais essayer de reconnaître justement, est-ce qu'il y a une dynamique énergétique qui existe chez cette personne-là qui favoriserait donc les hémorroïdes. Alors, c'est là, quelque part, qu'on commence à vraiment avoir une vision beaucoup plus riche parce qu'on est capable d'avoir une vision
vraiment global dans lequel on ne va pas simplement se limiter, par exemple, dans ce cas-ci, dans ce cas d'exemple-ci, ce qu'elle me donnait, cette personne-là, c'est qu'elle me disait, bon, que la personne a des problèmes d'hémorroïdes, puis elle a été chercher une définition dans un livre sur la symbolique de la maladie. C'est pas inintéressant, mais c'est bien évident qu'on n'est plus dans l'intuition. Alors, si on se veut être un thérapeute intuitif et qu'on va chercher des définitions toutes faites, ben notre partenaire va nous regarder et dire, écoute, ce livre-là, il vaut combien? Ah, il vaut combien? Ben, je vais aller l'acheter, puis je vais arrêter de te voir parce que toutes les réponses sont là, si je comprends bien. Alors, ce qui n'est pas vrai. Les réponses dans ces livres-là sont des réponses toutes faites. Et ces réponses toutes faites sont des pistes. Ces pistes-là, quelque part, ne doivent pas être perçues comme des vérités absolues. Nous, on peut s'en inspirer, mais jamais on doit se rigidifier par rapport à ça. Hein, c'est-à-dire que si on commence à se rigidifier en se disant, ben voilà, telle personne dit que les hémorroïdes, c'est relié à tel problème, puis tel problème, bon, de tel autre, ben ça veut dire quelque part qu'on n'est plus du tout dans l'intuition. On est vraiment dans une démarche intellectuelle. On est dans une démarche où on n'est pas en train de reconnaître à quelque part la sagesse intelligente qui est en soi. Alors que la démarche intuitive, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est vraiment de focusser davantage sur la relation intuitive pour être capable de donner de l'information à notre partenaire, pour lui donner un regard sur lui-même qui va lui permettre d'aller plus loin dans son cheminement de vie. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais envie de dire d'une façon générale par rapport à cela, par rapport à l'histoire de cas qui m'a été remis. Alors aussi, on pourrait dire, bon, au niveau de la qualité d'information, c'est que tout le thème que je vous ai présenté, de revenir sur tous ces thèmes-là, c'est pas étranger au fait que je constatais que le danger de tomber dans les recettes, c'est de dire, bon, ben, le chakra veut dire telle chose, donc, si on va tourner autour d'un discours qui est à la limite intellectuel. Alors, l'important, évidemment, c'est de chercher à se sortir de cette démarche intellectuelle-là pour accéder à cette sagesse intuitive. Et pour faire confiance à cette sagesse intuitive-là, on doit passer par l'imaginaire. On doit passer par nos perceptions imaginaires. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que vous faites confiance à vos perceptions visuelles, auditives, sensitives lorsque vous faites un travail? Est-ce que vous leur donnez la permission d'exister? Est-ce que vous leur donnez la permission de prendre beaucoup d'espace? Même si vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'elles veulent vous dire, est-ce que vous leur donnez assez d'espace pour qu'elles puissent vous communiquer des choses? Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental dans le processus que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si ça vous aide, ce que je viens de vous présenter. Si c'est le cas, bien évidemment, vous pouvez toujours me faire savoir, parce que ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu en quoi ça peut être, si j'apporte quelque chose d'intéressant ou pas. Donc, France, il me dit, est-ce qu'on peut travailler sur la mémoire du foie ou la tâche du foie? C'est une question que tu poses. Hein? Moi, ce que je te dirais quelque part, c'est que c'est un faux problème, ce dont on parle ici. La mémoire, fin de compte, le foie, c'est un organe. OK? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'organe foie, il va se manifester à moi dans une perception imaginaire. Cette perception imaginaire peut être visuelle, sensitive ou auditive, mais c'est clair que le foie va se manifester à moi d'une certaine façon. Donc, je dois premièrement décrire ce que je perçois du foie en question. Alors, cette perception-là va peut-être m'amener à voir qu'il y a une tâche au niveau du foie. OK? Cette tâche-là, évidemment, je vais pouvoir mettre de la lumière dessus pour prendre le temps de décrire, questionner, déprogrammer et à la limite soigner, hein, parce que je préfère un soin sur la tâche. Et je vais peut-être voir à ce moment-là qu'en train sur la tâche, il y a des mémoires qui peuvent être associées à cette tâche-là. Ces mémoires-là peuvent être associées effectivement à de la colère incontrôlée qui est vécue depuis X temps chez cette personne-là, etc. Et là, je pourrais travailler sur la mémoire de colère. Alors, tu vois, donc, c'est dans ce sens-là qu'on va habituellement faire un travail qui va nous porter vers un processus intuitif, qui va nous amener à une compréhension assez riche, assez globale en général, puisqu'on va constater qu'il y a des liens qui existent par eux-mêmes, qu'on n'a même pas besoin de réfléchir, ils s'imposent à nous par le travail que l'on fait à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, France. Totalement, Lydie, c'est la confiance des perceptions. Euh, la confiance des perceptions est fondamentale parce que si tu restes pas au niveau de cette confiance-là, tu tombes inévitablement dans une dimension intellectuelle. Et quand on tombe dans une dimension intellectuelle, on est obligé de se référer à notre connaissance.
Alors que quand on fait confiance à la perception nous amène dans sa connaissance. Et c'est ça la clé. Moi, quand j'ai appelé ça l'écoute imaginaire, c'était pas pour rien. L'écoute imaginaire signifiait justement que l'on devait apprendre à faire confiance au monde imaginaire pour se pénétrer dedans. Alors, la pleine conscience intuitive, c'est un prolongement de l'écoute imaginaire, je pourrais dire ça comme ça. Et c'est l'idée, à quelque part, vraiment, que l'état de pleine conscience, c'est un état dans lequel, intuitive, c'est un état dans lequel j'apprends justement à me laisser, à reconnaître le imaginaire comme un véhicule qui permet à ma conscience de voyager, tant dans ma propre histoire de vie, dans mon propre corps, que dans celui d'un partenaire. Et qu'à travers ce voyage-là, ben, je peux évidemment apprendre donc avec toutes les techniques que j'ai apprises à interagir avec mon corps, celui d'un partenaire, pour augmenter mon champ de perception, augmenter mon champ de possibilités, augmenter les interactions qui vont exister, qui vont faire que je vais enrichir mon langage et enrichir ma capacité de comprendre ce qui se passe. Alors c'est pour ça que c'est si important de faire confiance à nos perceptions, parce que sans nos perceptions, on va toujours finalement tomber un peu dans le même baratin qu'on connaît, parce qu'on va rester avec notre intellect, nos connaissances intellectuelles qui vont nous garder tout le temps dans une démarche qui va être plus ou moins connue. Alors, j'aimerais peut-être aborder maintenant un petit quelque chose concernant cette fameuse histoire de comment développer sa habileté intuitive. Alors, si je regarde l'enseignement qui a été donné jusqu'à maintenant, on a regardé donc dans l'introduction en ligne ou l'introduction pour ceux qui ont fait l'introduction en présentiel. Dans cet enseignement-là, on a développé donc un processus de décodage, déprogrammation et soins. On a développé une méthodologie tant sur soi que vers un partenaire. Et à quelque part, c'était un peu le début de l'enseignement qui était donné à cet endroit-là avec ces bases-là. Et puis, ensuite, il y a un deuxième aspect qu'on a vu, c'est la psychologie des chakras. Donc, on a vu dans un premier temps les chakras dans un contexte traditionnel, spirituel, etc. Où on a appris à quelque part à constater que les chakras avaient 7 niveaux de conscience et qu'il y a des techniques énergétiques pour équilibrer chacun d'eux. Ça, c'est la chose qu'on a pu voir dans une deuxième étape. La troisième étape, on a compris quelque part que pour chacun des chakras, il y avait cet état énergétique ou psycho-énergétique, qui voulait dire qu'il y avait donc 49 principales dynamiques psycho-énergétiques dans les chakras. Ces chakras-là, ces perceptions-là qui se retrouvent dans les chakras, sont étroitement reliées donc à des comportements. C'est-à-dire que quand un chakra est perturbé, on va développer donc des états de conscience. Et ces états de conscience-là vont manifester un certain état psycho-émotionnel. Alors, toi, comme par exemple, Lydie me dit, par contre, les mémoires me paraissent pas faciles à accéder et à décoder. Mais tu vois, dans le module sur les chakras, quand on parle des sous-personnalités, il y a quelque chose de vraiment important dans ça, parce qu'on touche vraiment la mémoire, puis on touche vraiment quelque chose qui est très applicable à tous les problèmes de vie d'une personne. On peut vraiment, avec cette technique-là, aborder tous les problèmes et on peut vraiment faire un travail qui nous amène à constater qu'il y a tout un travail au niveau des chakras qui peuvent être faits grâce à ce travail, à cette façon de faire-là. Donc, on peut travailler sur le colérique, l'insomniaque, la personne qui a atteint le cancer, celle qui est allergique. Vous voyez, on peut sectionner un individu à travers ces états de conscience-là et on peut travailler avec eux et on peut faire donc des lectures de ces états de conscience-là puisque ces états de conscience-là ont des dynamiques psycho-énergétiques des chakras qui leur est propre et on peut donc travailler dessus pour chercher à les équilibrer. Mais vous allez me dire, ouais, mais ça n'a pas d'allure qu'ils aient des dynamiques psycho-énergétiques différentes chacune de ces mémoires, chacun de ces états de conscience-là. Mais oui, tout à fait. Chacun de ces états de conscience-là, quelque part, sont distincts. C'est-à-dire que quand ils se manifestent, par exemple, le déprimé en moi, je ne suis pas toujours déprimé, mais quand je tombe en déprime, je deviens très déprimé. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que cet être déprimé, quand il se manifeste en moi, ben, il est porteur d'un certain état psycho-énergétique à ses chakras. Et que dans ce sens-là, si je suis capable de commencer à développer cette compréhension-là, ben, je vais développer un autre regard sur les perceptions, sur les états de conscience et sur ma capacité à faire du décodage sur la mémoire également, parce que là, j'aurai vraiment des moyens très, très puissants et très forts. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, donc c'est des grilles de lecture qu'on cherche à développer. Donc, dans l'introduction en ligne, il n'y avait pas vraiment une très grande grille de lecture. Il y avait la pratique de l'enracinement qui vous montrait un petit peu qu'il y avait une énergie qui devait circuler dans tout le corps. C'est à peu près ça. Ensuite, le module sur les chakras, on abordait vraiment l'aspect des chakras de façon traditionnelle. Ensuite, on abordait les 49 dynamiques psycho-énergétiques qui deviennent, à quelque part, des grilles de représentation, des grilles de lecture qui nous aident à développer notre habileté intuitive. Mais attention, ces grilles de lecture-là ne sont pas rigides. Elles ne sont que des référents. Et ça, c'est très important aussi à bien comprendre que je ne souhaite pas, moi, que vous arriviez à me dire, mais Sylvain, j'ai appris par cœur tes 49 dynamiques et maintenant j'applique ça parfaitement puis c'est uniquement ça que je vois. Non, je veux, moi, quelque part, ces 49 dynamiques-là deviennent des moteurs qui vous aident simplement à aller plus loin dans votre démarche intuitive.
Alors, c'est ça qui est important. Quand on regarde les soins quantiques de l'oreille et des fascias, il y a tout un chapitre qui va être abordé sur les organes, sur la symbolique psycho-énergétique des organes. Mais moi, je ne veux pas quelque part que vous commenciez à apprendre par cœur ça. Ce que je veux apprendre, je veux vous donner, c'est une grille, c'est élargir votre champ de conscience en ayant une nouvelle compréhension plus vaste de la symbolique psycho-énergétique des organes pour être capable d'interagir sur le corps physique et le corps énergétique d'une façon plus efficace. De vous faire comprendre quelque part c'est quoi les dynamiques psycho-énergétiques associées aux problèmes de santé qui peuvent être associés à ces organes-là. Alors, à partir du moment qu'on arrive à bien intégrer tout ça, on devient hyper performant et on est capable donc d'émettre des hypothèses et par notre capacité à faire des soins, faire du décodage, des programmations et soins, on va pouvoir également vérifier ces hypothèses-là qu'on a émises et ça va nous permettre donc d'approfondir notre cheminement par rapport à un individu ou à soi-même. Si on regarde la déprogrammation de la mémoire cellulaire, bon, on apprend donc à faire un voyage dans le passé, présent, futur à travers la grille de notre histoire personnelle, des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies. Donc, c'est déjà un pan, les potentiels futurs. Donc, il y a un énorme pan de possibilités à cet endroit-là. Et l'enseignement, ben, consiste justement à élargir notre champ de conscience pour accéder à ça. Dans la dimension sur le transpersonnel, la dimension supérieure, même chose. On cherche à élargir notre champ de conscience de façon encore plus large en intégrant la réalité de tout ce qu'on a vu et en ajoutant celle de la spiritualité, celle de la liaison avec l'âme. Donc, vous voyez, c'est tous des systèmes de représentation et ces systèmes de représentation nous servent, nous, à aller plus loin dans notre démarche intuitive. Alors, jamais ces modèles, ces systèmes de représentation-là doivent être perçus comme étant figés. Et malheureusement, beaucoup de gens vont tomber dans la dimension figée des choses quand on parle d'énergie, de chakra, etc., parce qu'on arrive avec des croyances et on arrive avec des affirmations et c'est pas vivant. C'est-à-dire qu'on n'a pas expérimenté les choses. Alors que dans la démarche de la pleine conscience intuitive, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est de développer justement cet état de pleine conscience intuitive en vivant de l'intérieur ce que l'on a vécu. Alors, quand je fais un travail sur moi, c'est ça que je cherche à faire. Quand je fais un travail sur un partenaire, je cherche également aussi à me mettre en relation avec mon partenaire, puis aller goûter à quelque part ce qu'anime cette personne-là pour la comprendre de son intérieur. Non pas parce que j'ai un regard sur elle intellectuel qui m'amène à avoir des compréhensions sur cette personne-là. Moi, je préfère de loin quelqu'un qui va vraiment avoir ce contact-là beaucoup plus de l'intérieur pour faire un travail sur cette personne-là. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, mais vous voyez, c'est un peu l'idée, je pense, que je voulais vous transmettre, c'est d'apprendre vraiment à dépasser cette facilité qu'on a tous, hein, de se rendre un petit peu trop confortable dans notre connaissance théorique et de broder un petit peu autour de nos intuitions, la théorie, puis finalement s'en contenter. Et ça peut être un peu limitatif, je dirais, au niveau de notre développement. Moi et Joanne qui ont constaté qu'il fallait bien comprendre la technique de l'accueil. Cette technique est une richesse, tout à fait. La technique de l'accueil, c'est une technique de base. Hein. Moi, je vous dirais que toutes les techniques, si on regarde toutes les techniques que vous allez apprendre même dans la formation, la technique qui va toujours finalement être facilement intégrée à tout ça, c'est la technique de l'accueil. C'est une technique justement qu'on peut facilement ajouter constamment. Oui, bien sûr. C'est une technique fondamentale, la technique de l'accueil. C'est une technique à quelque part qui nous amène à la compréhension fondamentale même de la loi d'attraction. La loi d'attraction, effectivement, met en évidence que notre champ énergétique est programmé par des mémoires. Et le processus d'accueil nous enseigne justement que ces mémoires-là, on a beau intellectuellement se dire qu'on les accepte, si on fait un travail de l'accueil, on prend conscience que dans ce champ expérientiel, dans notre champ d'expérience, on peut constater que même si intellectuellement on s'est pardonné ou on a accepté les choses, qu'intérieurement, le champ de conscience, lui, ne l'a pas accepté encore. Donc, ça peut être vraiment très intéressant de pouvoir bien expérimenter ça. C'est une technique vraiment très importante qui apporte de très bons résultats aussi. Ça vaut certainement la peine de l'utiliser régulièrement. Il y a Christiane qui disait, oui, Sylvain, où tes informations sont utiles. Pour ma part, j'ai perdu pied et n'en suis qu'au balbutiement. J'avoue ne pas avoir assez travaillé, j'ai lâché car je sens un frein qui m'empêcherait de percevoir. Alors, toi, Christiane, quand tu dis il y a un frein qui t'empêche de percevoir, alors c'est quoi ce frein-là? C'est toi. Hein? On est d'accord? Alors, il y a deux façons d'aborder la chose. Si ce frein-là t'empêche de progresser comme tu le souhaiterais, ben moi je t'inviterais, progresse comme tu peux. C'est déjà différent. Et c'est important ça, parce on aborde le sujet de l'accompagnement de soi. Parce que quand on fait une démarche intuitive, quand on veut devenir un bon thérapeute intuitif, on a des fantasmes autour de ce qu'on devrait être capable de faire en tant que bon thérapeute intuitif.
Et là, évidemment, on tombe dans notre croyance. Hein, un bon thérapeute intuitif va faire de telle façon. Moi, par exemple, il y a des gens qui veulent devenir comme moi. Hein, souvent, c'est ce que je observe. Hein, il y a des gens qui me disent, ben moi, je veux devenir aussi bon que toi, etc. Mais, ou être capable de faire ce que tu fais, ou faire comment tu fais. Et moi, je leur dis toujours, l'idée, c'est pas de faire comme moi. L'idée, c'est de faire comme vous. Et de faire comme vous, ça veut dire quoi? C'est de faire comme vous, c'est de faire comme votre monde intérieur, votre champ d'expérience va s'imposer à vous. Donc, c'est évident que ce champ d'expérience-là va vous amener à faire confiance à votre champ de perception, à faire confiance à vos perceptions imaginaires, à faire confiance à vous. Vous allez développer votre foi envers vous-même, vous allez vous sentir mieux et plus en paix. Si vous voulez copier quelqu'un, mais vous allez toujours chercher à faire comme quelqu'un d'autre et vous n'allez jamais être dans une position où vous êtes en confiance avec vous-même. Et là, il y a un risque de vraiment se retrouver dans une position de perturbation ou de déséquilibre par rapport à ça, ou de non-progression, parce qu'on va s'imposer quelque chose, on va s'exiger de soi-même quelque chose qu'on ne sera pas capable d'atteindre. Alors, je ne dis pas que c'est ça que tu vis, Christiane, mais c'est évident que l'exigence qu'on peut avoir envers soi-même peut nous empêcher justement de s'accompagner dans une démarche intuitive. S'accompagner veut dire quoi? Ça veut dire quelque part de reconnaître que même si on n'est pas embuloté à faire le travail que l'on souhaiterait atteindre, on peut quand même chercher à le faire. Chercher à la faire, ça veut donc dire quelque part chercher à développer cette habileté intuitive en faisant des exercices réguliers de décollage intuitif, de programmation de soins. En faire peut-être moins souvent, peut-être moins longtemps, mais chercher à en faire quand même pour simplement prendre le temps de le faire, mais avec moins de, je dirais ça comme ça, moins de désir d'atteindre un résultat, mais plus dans un désir de découvrir la méthode et de s'amuser, je dirais aussi, Christiane. Donc, il y a quelque chose à cet ordre-là qui peut être exploré, je dirais, à ce niveau-là. Oui, bien sûr, France. Alors, donc, oui, c'est sûr que tu as bien compris à quel point l'important de travailler sur soi et de travailler sur les blessures, etc. Et puis, c'est sûr que la technique d'accueil fait partie de ça. La chirurgie, miniaturisation, transfert d'énergie, on en a déjà parlé, sont intéressantes. Les techniques chakras, les subpersonnalités. En fin de compte, tous les modules vont travailler là-dessus. Et dans l'aspect personnel, ceux qui font les 15 modules, bien, inévitablement, les 15 modules ont des thèmes très particuliers aussi au niveau de la nature psycho-émotionnelle. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir de pouvoir bien cerner, de bien utiliser chacune des techniques et de chercher évidemment à s'accompagner. S'accompagner, c'est donc de finalement avoir un petit journal intime et de s'accompagner en se donnant l'opportunité de dire, mais moi, je fais une pratique une fois par semaine, ou 2 pratiques par semaine, ou 7 pratiques par semaine, ou 15 pratiques par semaine, qu'importe. L'important, c'est d'avoir une possibilité de s'accompagner dans notre démarche intuitive pour être capable de se suivre là-dedans. Il y a France qui me parle des subpersonnalités qui sont des mémoires. Oui, on peut certainement dire que ce sont des mémoires. La distinction, évidemment, c'est que la subpersonnalité, elle va représenter un comportement. Alors que la mémoire ne correspond pas à un comportement. Je donne un exemple. Moi, je peux communiquer avec un enfant de 4 ans qui pleure tout le temps. Alors, cet enfant de 4 ans qui pleure tout le temps, c'est une mémoire de moi à 4 ans qui pleurait tout le temps parce qu'il se sentait abandonné. Maintenant, dans la vie de tous les jours, comment ça s'est manifesté maintenant, la sous-personnalité qui est associée à cela? Et là, ça peut être intéressant parce qu'évidemment, selon la façon que moi j'ai réagi à cet état émotionnel d'abandon que j'ai vécu à l'âge de 4 ans, ben, je peux avoir une réaction qui va m'amener à vouloir m'imposer constamment parce que je me suis senti abandonné, par exemple, ou j'ai effectivement expérimenté un état d'abandon permanent. Alors, vous voyez que la subpersonnalité, c'est un comportement et la mémoire, c'est plus une dynamique inconsciente qui est présente en soi, qui, elle, va générer un comportement selon l'état énergétique, donc l'équilibre des alignements hyper-hypo, hyperactif, surchargé, hypoactif, surchargé, épuisement. Selon ces états-là, il va y avoir donc des conséquences et ces subpersonnalités-là vont être des conséquences à ce moment-là. Okay? Donc, c'était sûr que je voulais préciser par rapport à ça. Alors, je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui posaient des questions. Donc, Lydie, je ne sais pas si ça t'a aidé quand même la présentation qu'on a fait ensemble par rapport à tout ça. J'ai pas précisé en détail tout ce qui était fait dans le compte rendu qui m'a été remis, mais on pourrait y revenir s'il y a des gens qui sont intéressés. Bon, Joanne qui me dit qu'il est content, donc tant mieux, Joanne. Voilà, je regarde ici. Donc, la fois, j'avais répondu. OK, donc il y a une Joanne qui m'a parlé d'un cas. J'ai une question pour toi. Mardi soir, ma fille est venue me voir pour une douleur au bras droit, épaule et omoplate. J'ai fait le soin demandé par la suite. Elle m'a dit que ça s'était transféré du côté gauche. Faites la déprogramation, ainsi de suite. Avant de se coucher, elle m'a texté pour me dire merci, que grâce à moi, elle dormirait bien. Mais un matin, lorsqu'elle s'est levée, elle n'était plus capable de bouger son cou.
ce matin, elle a vu un ostéopathe qui avait les mêmes choses que moi. Par contre, elle était bloquée dans son dos. Aurait-il fallu que je continue plus longtemps le soin? C'est sûr que il y a donc bon, l'objectif évidemment qu'on fait un soin, c'est d'améliorer la situation d'une personne, c'est bien évident. Maintenant, la question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est toute la reliée à la cause. Alors, tu me dis qu'elle avait donc elle a bloqué du dos, du cou, et elle avait donc un blocage au niveau du dos. Alors, c'est certain que si tu travailles au niveau de la symptomatique, comme là, tu as travaillé sur la douleur au bras droit, épaule, omoplate. Alors, on comprend que c'est un travail que tu as fait parce qu'elle te disait qu'elle avait donc des douleurs à ce niveau-là. Donc, tu t'es pas fié sur tes perceptions. Tu t'es fié sur ce qu'elle te dit. C'est correct, hein? Dans certains cas, on va faire ça. Mais en général, surtout quand on veut vraiment avoir une compréhension de ce qui se passe, on va prendre le temps d'écouter la personne. Là, elle va me dire que j'ai mal à mon bras droit, épaule, omoplate. On va prendre le temps d'aller voir ensuite globalement la personne, voir c'est quoi la gestion de son énergie. Puis après ça, on va chercher à mettre notre concentration sur épaule, omoplate, bras droit, pour faire un travail plus prononcé, je dirais. Mais on va d'abord, avant tout, chercher à avoir une vision globale. Pourquoi la vision globale? C'est la vision de la dynamique. On cherche à évaluer la dynamique psycho-énergétique de la personne. Et ensuite, donc, évidemment, ça peut nous amener à prendre conscience que cette personne-là, ben, elle peut avoir, par exemple, au niveau de son bassin, une très grosse lourdeur. Et que cette lourdeur-là, justement, ben, ça l'amène à vivre une forme de découragement, une forme de déprime, une forme d'incapacité. Et pour compenser cette forme de déprime, de décapacité, comme il faut qu'elle fonctionne dans la vie, elle peut développer des tensions importantes au niveau des épaules, au niveau de l'omoplate, au niveau de la région du cœur, au niveau du cou, hein, parce qu'elle veut garder l'énergie vers le haut. Hein, donc, elle fait un effort. Et cet effort-là va donc entraîner des grosses tensions dans le haut du corps et il va entraîner donc ce que tu décris comme symptôme, Joanne. Alors, tu vois que à ce moment-là, quand on comprend la globalité, on comprend mieux peut-être que le travail, on ne va pas se concentrer sur l'endroit où la douleur est. On va se concentrer, on va chercher dans un premier temps à soulager la globalité du corps, puis ensuite on va aller se diriger vers la particularité, vers les éléments qui nous ont été suggérés pour aller plus loin tout simplement. Moi, c'est ça que je te dirais par rapport à ça. Puis, donc, c'est ça. Donc, moi, c'est un petit peu comme moi, ce que j'aurais perçu. Donc, là, je vois qu'il y a des gens qui m'ont fait des commentaires. Je vais donc aller voir. Donc, Joanne, OK, ça m'aide, je me pose des questions. Émotionnel aussi. C'était qu'elle vivait du stress. Oui, Joanne, ce que tu dis, c'est que c'était qu'elle vivait du stress. C'est un peu facile. Hein? Moi, si quelqu'un vient me voir, puis je lui dis toujours, ben, ah, t'as mal au dos, est-ce que c'est du stress? Ou tu vis telle chose, ben, c'est du stress. Ou c'est toujours du stress. Ben, je suis pas explicite. Je suis pas dans une démarche intuitive, encore une fois. Hein, parce que c'est logique, ben oui, c'est du stress. Mais pourquoi tu dis que c'est du stress? Ben, c'est logique, hein, c'est logique. T'es stressé? Oui, ben, c'est ça, c'est sans doute du stress. Ben, moi, je trouve pas ça acceptable comme réponse. OK? Là, on doit vraiment chercher à dépasser cette compréhension-là parce que c'est une compréhension intellectuelle. Si on fait une démarche intuitive, il faut vraiment faire la différence entre la démarche intuitive et la démarche intellectuelle. La démarche intellectuelle est une démarche de réflexion, de gros bon sens, de connaissance. La démarche intuitive, c'est on peut y mettre une hypothèse. Ah, j'émets l'hypothèse que c'est du stress. Maintenant, si je fais une démarche intuitive, je peux confirmer que c'est du stress ou ne pas confirmer que c'est du stress. Et à ce moment-là, évidemment, on commence à aborder les choses. Donc, tu vois, Joanne, tu précises, j'ai ressenti une peur de se réaliser. Déjà, on ne parle pas de la même chose. Hein, déjà, c'est plus le stress, c'est très peu défini. Là, on parle d'une peur de se réaliser. Alors, une peur de se réaliser, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que ça veut dire que pour notre partenaire, elle va avoir beaucoup plus de résonance à entendre ça parce qu'elle va sans doute se reconnaître beaucoup plus facilement. Et on peut évidemment élaborer parce que une peur de se réaliser, c'est quelque chose encore là de général. Si on veut aborder le sujet du décodage intuitif, on va dire, mais pourquoi tu n'as pas de te réaliser? Hein? Donc, on va s'adresser à la perception intuitive. Hein? Pourquoi tu n'as pas de te réaliser? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider pour que tu n'aies plus peur de te réaliser? Et ensuite, progressivement, tu te rends compte qu'à mesure qu'on fait ça, il y a une déprogrammation qui va nous amener à constater qu'il y a un potentiel évolutif chez cette personne-là, qui nous amène à constater qu'elle a peut-être peur de se réaliser parce que justement, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enracinement. Et que, effectivement, quand elle n'est pas
connectée avec ses jambes. Quand elle n'est pas connectée à son bassin, elle part comme une feuille au vent. Et que cette part, dans sa tête à elle, cette notion de se réaliser, c'est relié justement à quelqu'un qui va perdre justement ses références terrestres. Elle va comme perdre un peu, elle va se disperser finalement. Donc, on comprend quelque part que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se réaliser. C'est qu'elle a un manque d'ancrage dans le bas de son corps. Donc, le manque d'ancrage, pourquoi? Mais parce qu'il y a sans doute un manque de confiance, une certaine appréhension à s'incarner, parce qu'à quelque part, s'incarner, ça voudrait dire justement de se rendre compte à quelque part que c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui a un caractère fort, qui a une personnalité assez puissante et qu'elle n'a sans doute pas d'assumer ça. Donc, vous voyez, c'est toutes des choses comme ça qui nous amènent à nous rendre compte que ce qui nous apparaissait comme étant quelque chose qui était relié donc à son corps, ben là, on commence à se rendre compte qu'il y a une dynamique, tu vois. Euh, Tu vois, bon, elle a failli mourir à la naissance. C'est une hypothèse. C'est intéressant. Maintenant, c'est ça, c'est une affirmation. Elle a failli mourir à la naissance, d'accord. Elle a failli mourir, peut-être. Oui, mais maintenant, d'un point de vue intuitif, de quelle façon que cette expérience-là, qu'elle a failli mourir à la naissance, l'a affectée? Parce que si on regarde il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir failli mourir à la naissance, et il y a plusieurs personnes vont vivre différemment l'expérience. Donc, c'est important, encore une fois, de chercher justement toujours à nuancer le plus possible et à pas partir sur des affirmations qui ne sont pas, qui ne partent pas de notre compréhension expérientielle. C'est ça qui est idéal. Donc, si tu dis elle a failli mourir à la naissance et que tu vas voir dans l'expérience intuitive qu'est-ce qui s'est passé, ben, tu es déjà quand même capable de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe par rapport à ça, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je perçois, ce que je te disais tantôt, c'est qu'elle est souvent connectée avec le ciel, et c'est ça qui lui fait peur, cette difficulté de s'incarner. Elle a la peur de s'incarner, cette personne-là. Donc, la peur de se réaliser, c'est relié justement à cette difficulté qu'elle a de vivre sur Terre. Parce que vivre sur Terre, j'ai l'impression qu'elle manifesterait un caractère qui est fort, un caractère qui est puissant, un caractère où elle ne se serait peut-être pas faire, tu vois. Donc, c'est ça un petit peu qui serait donc à explorer. Mais l'idée là-dedans, tu comprends, c'est que on peut parler de symptômes, mais les symptômes ne sont que des expressions de quelque chose de plus complexe, de plus vaste, peut-être pas plus complexe, mais de plus vaste, qui part de l'intérieur. L'intérieur, c'est quand j'évalue le champ d'expérience de mon partenaire et je regarde qu'est-ce qui se passe en lui, comment il gère son énergie, etc. C'est comme ça que je vais arriver au meilleur résultat, je dirais, pour favoriser donc un soin qui sera plus efficace à ce moment-là. D'accord. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Comme je disais tantôt, donc j'avais reçu que penses-tu du candidat? Ben, tu sais, en quelque part, penser quelque chose est une chose, regarder l'intérieur est une autre, tu vois. Mais c'est certain que le candidat Lican, hein, c'est ce dont tu parles, en fin de compte, c'est encore là, c'est tout des concepts médicaux, on va le dire comme ça. Il y a des concepts médicaux, par exemple, et ces concepts médicaux-là sont reliés à des regards médicaux aussi. Hein, par exemple, si je dis une personne a une telle maladie, ben quand on est un thérapeute intuitif, on va être capable de voir qu'il y a des perturbations chez une personne. On va être capable de voir certaines dynamiques énergétiques qui peuvent s'apparenter à certaines maladies, mais on ne va pas nécessairement être capable de dire que cette personne-là a telle maladie. Okay? On va être capable de montrer qu'elle a tels problèmes dans telle région et on va être capable d'arriver à bien sentir quelque part la problématique et à bien comprendre la raison d'être de la problématique, mais on va avoir un autre langage que le médecin. Le langage du médecin, lui, va être un langage médical, donc relié donc à la physiologie et la compréhension qu'il y a de la physiologie. Donc, c'est certain que quand même la naturopathie, on va regarder mon candidat, il y a toute une vision de la naturopathie aussi autour de ça. Donc, c'est certain qu'on peut rester sur ces concepts théoriques-là, mais l'idéal, ça va être quand même d'aller chercher justement une information intuitive qui pourrait être associée à une connaissance théorique. Mais la connaissance théorique ne doit pas justement remplacer la connaissance intuitive. La connaissance théorique peut nous aider à comprendre la connaissance théorique intuitive, mais elle ne doit pas nous amener à ne pas la remplacer. C'est ce que je vous dirais par rapport à ça. Donc, le candidat, ben, quelque part, moi, ce que je te dirais, c'est que pour moi, d'une part, il y a toute une réaction au niveau du système immunitaire. Donc, c'est certain que toute la notion
euh, moi je dirais ça comme ceci, de la honte envers l'être humain, envers soi-même, qui peut être associé à ça. Mais comme je dis, je ne veux pas embarquer là-dedans parce qu'encore là, on va tomber dans des logiques implacables. Moi, je ne veux pas que vous tombiez dans des logiques implacables. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a des démarches énergétiques et dans les soins quantiques de l'oreille et des fascias, c'est ça qu'on cherche à faire. Il y a tout un genre d'enseignement d'anatomie, physiologie et pathologie énergétique qui est proposé dans ce module-là, qui vous donne quand même, je pense, une bonne idée de comment on peut développer notre perception intuitive et de comprendre mieux les problèmes de santé, d'arriver mieux à comprendre les dynamiques psycho-énergétiques associées aux organes et aux systèmes du corps. Donc, c'est un peu l'objectif de ce module d'enseignement-là. Beaucoup de personnes cherchent à connaître leur mission de vie. Peut-on effectuer un travail de connexion à l'âme? Toi, c'est une question intéressante que tu poses là. Euh, ou bien les encourager à cheminer vers la conscience de ce qu'elles apportent, de ce qu'elle apporte déjà. Alors, si on revient avec la déprogrammation, c'est une technique qui est toute simple. Je ne sais pas si vous l'appliquez bien. Dans ton compte rendu, il dit, par exemple, j'ai pas vu tellement cette notion de déprogrammation, j'ai pas senti tant que ça la déprogrammation dans le travail que tu as fait. J'ai pas senti, par exemple, au niveau du travail sur les chakras, la circulation, la technique d'ouverture-fermeture, l'équilibre par les couleurs, la circulation rotatoire, mouvement ascendant-descendant, les circulations entre les axes. J'ai pas senti ça. Je t'en parle hein, parce que t'obliger à différencier chacune des techniques, t'obliger à être capable d'évaluer chacune des techniques, qu'est-ce qu'elles font, t'obliger tout ça, mais t'amène inévitablement à devoir faire une évaluation intuitive qui est beaucoup plus riche. Alors, ça pourrait être intéressant. C'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. La déprogrammation, maintenant, qu'est-ce qui est intéressant de la déprogrammation, c'est que quel que soit le travail que l'on fait avec une personne, lorsqu'on fait un travail de déprogrammation, on est en train de libérer le, de libérer justement la mémoire, libérer la programmation qui est présente dans un champ énergétique. Alors c'est là que je pense que ça devient intéressant de se rappeler que quand on fait cette déprogrammation, on donne accès au potentiel évolutif de la personne. Ce potentiel évolutif nous amène à la mission de vie, à mon sens à moi. Elle nous amène en tous les cas à nous connecter avec ce qu'on a à faire pour être en harmonie avec soi. Donc, déjà, se mettre en relation en harmonie avec soi, c'est se rapprocher de notre mission de vie. Alors, pour moi, on n'a pas besoin de chercher à midi à 14 heures pour commencer à faire un travail de cet ordre-là, mais il faut déjà appliquer correctement la déprogrammation pour être capable de bien mettre en évidence ce potentiel évolutif-là. Alors, tu me dis, Lydie, que tu les appliques déjà. Donc, moi, ce que j'aimerais que tu me montres à ce moment-là dans ton compte rendu, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu fais l'ouverture-fermeture, qu'est-ce qui se passe quand tu fais l'équilibre par les couleurs, qu'est-ce qui se passe quand tu fais la circulation rotatoire, qu'est-ce qui se passe quand tu fais l'équilibre mouvement ascendant-descendant, et qu'est-ce qui se passe quand tu fais l'équilibre de la circulation entre les axes. Alors là, à ce moment-là, tu vas me donner une évaluation, et ensuite, si tu veux aller encore plus, on va aller plus loin, tu vas me dire pour chacune des techniques, décollage intuitif, déprogrammation et le soin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je vais dans l'exagération un peu, Lydie, là, c'est comme exigeant comme je te le présente, mais c'est juste pour ça comprendre que tu dois avoir en tête que le travail doit être fait donc d'une façon plus élaborée. Le compte-rendu est le résultat de l'utilisation des outils. OK, donc je détaille le tout. C'est vrai, Lydie, mais ce compte-rendu que tu m'as remis me laisse pas croire que tu appliques adéquatement les techniques. Je vais exagérer en le disant comme ça. C'est-à-dire que je ne crois pas quelque part que tu fais un travail de décodage intuitif euh, très élaboré. Je ne pense pas. Je peux me tromper par rapport au compte rendu que tu me fais. Euh, puis l'autre chose que j'ai parlé tantôt, puis je répète évidemment que ça c'est quelque chose que moi je m'attends pas dans un compte rendu, c'est que si une personne me dit j'ai des hémorroïdes ou une problématique énergétique ou physique quelle qu'elle soit, mais je m'attends que tu fasses l'évaluation et que tu me remettes pas un résumé de quelque chose qui existe dans un livre. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, à quoi ça sert d'être intuitif si on ne se fait pas confiance pour aller chercher de l'information sur une problématique énergétique de notre partenaire. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant pour toi parce que, et je ne sais pas pourquoi tu l'as pas fait, en fait, je ne sais pas si c'est parce que tu manques de confiance ou si c'est parce que tu ne savais pas comment faire, ou donc c'est une question que je te pose parce que j'ai pas trop compris par rapport à ça.
Parce que finalement, l'idée donc du travail de la déprogrammation, c'est vraiment nous mettre en contact avec le potentiel évolutif. C'est-à-dire que si je fais une bonne déprogrammation, je suis capable de dire à mon partenaire, je suis parti de quelque chose qui était figé, qui était limité, et à la fin du soin, à la fin de la déprogrammation, je peux donc voir l'énergie qui s'est épanouie et je peux voir maintenant cet épanouissement-là, de quelle façon il se manifeste et qui oriente clairement mon partenaire à déterminer ce que lui peut faire pour commencer à cheminer, évoluer. Et ça nous ramène vraiment vers la position d'alignement ou la position de justesse de cette personne. Et là, on se rapproche quand même d'un travail au niveau de la mission de vie. C'est sûr que les gens sont tous à la recherche de la mission de vie, mais il faut faire attention parce que quelque part, la mission de vie, tu sais, moi, je pense des fois, je pense à une personne qui, par exemple, travaillerait comme secrétaire, et cette secrétaire-là, ben, elle ferait très bien son travail, et elle aurait donc un patron avec qui elle fait une bonne équipe. Ben, pour moi, cette personne-là, elle peut être très bien, elle peut être déjà dans sa mission de vie parce qu'elle fait ce travail-là. Tout simplement parce que, justement, elle a donc des qualités, des compétences d'accompagnement, et elle accompagne très bien son patron, et elle répond très bien à ses besoins. Donc, des fois, cette notion de mission de vie-là nous ramène à cette idée que on devrait, parce que la mission de vie devrait nous amener à faire des choses exceptionnelles ou extraordinaires. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Hein. C'est un peu, ça peut être des fois, quelque part, pas nécessairement le cas. Hein. On peut des fois faire des choses qui sont beaucoup plus qui sont pas nécessairement exceptionnelles, mais qui peuvent être tout à fait notre mission de vie. Alors ça, je pense que c'est important aussi de le cerner également. Par cette explication que tu viens de me faire, je comprends mieux ce que j'ai fait, c'est-à-dire s'arrêter à chaque étape et réaliser ce qui se passe. Oui. Si j'applique tout cela, j'en ai pour 4 heures, je vais lentement, c'est de la lenteur et non, un manque de confiance. D'accord. Mais moi, Lydie, je te dirais ça comme ceci. Moi, j'aime mieux, effectivement, que tu prennes, par exemple, je vais donner un exemple. Si pour toi, effectivement, ce que j'avais peut-être conscient que c'était assez long, mais je te dirais, prends le temps de bien distinguer chacune des techniques. Parce que quand tu me fais ton résumé, c'est un résumé ou un chakra, tu me donnes 2 lignes, 2, 3 lignes, c'est correct, mais la somme d'informations qui est donnée dedans me donne pas l'impression quelque part que tu as fait l'ensemble des techniques. Parce que l'ensemble des techniques devrait t'amener à être capable d'avoir une compréhension globale de tout le système. Dans le cas de ton partenaire que tu m'as remis, c'est important que tu me fasses dans un premier temps une vision globale de la personne, dans sa structure énergétique. Tu le fais un peu d'ailleurs, mais en même temps, que tu le fais un peu, tu n'as pas été dans le détail. Par exemple, si je pense à la personne qui avait des hémorroïdes, donc tu étais sans doute conscient que la personne avait des hémorroïdes. Donc, je me disais quelque part que la dynamique que tu proposais aurait dû effectivement, bon, tu partais avec l'idée de dire cette personne me dit qu'elle a des hémorroïdes, donc je vais voir, moi, comment je perçois son énergie vitale en sachant qu'effectivement qu'elle a des hémorroïdes. Donc, à ce moment-là, ça t'aurait permis déjà d'avoir une vision plus complète, plus globale, de plus de liens à quelque part déjà de la situation. Et sans doute que quand tu arriveras aux soins, tu feras un soin qui sera beaucoup plus en accord et en harmonie avec le besoin de ton partenaire, parce que tu comprendrais la problématique des hémorroïdes. Donc, non pas dans un point de vue d'un livre que tu as été voir, mais vraiment dans un contexte où tu as compris à quelque part ce qui était présent et tu as compris de quelle façon tu peux faire un soin. Donc, je pense que c'est ça qui devient intéressant là, à ce niveau-là. Donc, tu as appliqué une seule technique. Donc, c'est ça, je me disais, ça ne m'apparaissait pas si élaboré que ça. Je ne sais pas quelle est la technique que tu as utilisée. Mais en même temps, tu vois, ce que je m'attends, c'est qu'il y a la notion de soin ressorte plus. C'est-à-dire que si tu dis j'ai fait l'ouverture-fermeture à un chakra, c'est la seule technique que j'ai utilisée pour chacun des chakras, ben, je m'attendrais effectivement que tu me dises, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, qu'est-ce que tu as observé? Que tu puisses, le mouvement rotatoire, bon, par exemple. Alors, de chercher justement à déterminer quelque part de quelle façon que ça a généré, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a bougé, etc. De vraiment être capable de pouvoir arriver à cette compréhension-là, pour la simple raison que si tu arrives à être capable de comprendre que le mouvement rotatoire, il y a certains chakras à qui ça circulait vraiment pas bien et d'autres mieux, mais ça te permet d'avoir une vision aussi beaucoup plus claire, beaucoup plus nette de la globalité de la personne. Et je te dirais que le mouvement rotatoire, c'est un mouvement centripète et centrifuge. Donc, il y a 2 mouvements. Le mouvement centripète qui est un mouvement vers l'intérieur, le mouvement centrifuge qui est un mouvement vers l'extérieur. Ça aussi, c'est intéressant. Sachant que les hémorroïdes, cette personne-là, la région où se trouvent ces hémorroïdes, donc qui sont en relation avec des chakras, ça c'est intéressant de dire, ben tiens, c'est l'endroit où se trouvent les problèmes de chakras, de santé. Ben, j'ai constaté que le chakra, il y avait un mouvement centripède qui était relié à ça et qu'émotionnellement parlant, il y avait tel problème, etc.
Donc, ça implique évidemment que tu puisses faire un travail là-dessus d'une façon plus spécifique. Tu vois, c'est ça un peu, je m'attends à être que tu sois un peu plus pointu, et surtout dans ce cas-ci, ce qui est la chose que j'ai remarqué qui était la plus importante par rapport à ça, c'est cette dissociation, j'appellerais ça comme ceci, entre ce que ton partenaire t'a donné comme information, qui était reliée donc à son problème d'hémorroïdes, et la façon que toi tu l'as traité. C'est-à-dire que tu l'as en fait pas traité et tu es arrivé avec une explication qui était tirée d'un livre. Donc, pour moi, il y avait vraiment quelque chose là-dedans qui était c'est un manque de maîtrise pour moi, ok? Et là, je te dis ça très, on parle comme ça, puis je te dis des mots, j'espère ne pas te blesser ou quoi que ce soit en te disant ça comme ça, hein. C'est vraiment plus comme l'idée de dire, ben oui, l'important quelque part, c'est de vraiment t'amener à développer une habileté intuitive et dans ce sens-là, de te faire confiance pour que justement, si on te dit qu'il y a un problème de santé qui est là, mais de chercher évidemment à utiliser donc l'habileté intuitive pour aller voir, au moins appréhender cette réalité-là et arriver avec une hypothèse, une compréhension pour être en mesure de pouvoir arriver à donner une plus grande, mieux cerner la situation. Alors moi, j'avais regardé un petit peu aussi ton partenaire pour faire comparaison avec ce que tu voyais. Et c'est pour ça que je t'exprime ça, c'est que, bon, l'information, je la sens un peu comme réduite là. Et je pense que tu n'utilises qu'une technique et c'est peut-être aussi intéressant peut-être pour toi de dire, mais tu sais, si j'utilisais les trois techniques, donc ouverture-fermeture, équilibre par les couleurs et mouvement rotatoire, ou deux techniques, mais que j'utilisais l'une après la suite de l'autre et de voir comment ça réagissait. Ça pourrait être intéressant aussi d'amener quelque part une interaction, de sortir un petit peu d'amener du dynamisme dans les techniques, d'arriver justement à te surprendre et à laisser le corps, les perceptions imaginaires que tu as, à se manifester d'une façon surprenante. Ça pourrait être intéressant aussi de procéder comme ça. Donc voilà. Alors je ne sais pas s'il y aurait des questions maintenant sur d'autres sujets, sur la petite conférence, sur d'autres sujets que vous auriez à poser. OK, donc tu avais fait un premier soin avec les couleurs une première fois, et là tu as fait un soin avec la circulation rotatoire. D'accord. C'est sûr que le travail sur les chakras peut être assez long. C'est pour ça justement qu'il y a une question évidemment que quand si on fait plusieurs techniques, on n'est pas obligé de faire du décodage, des programmations et soins pour chacune des techniques, donc on peut en faire plusieurs, mais l'idée quand même, c'est d'avoir la capacité de bien comprendre comment la personne est au début et comment elle se situe par rapport à la fin. Tu vois, c'est vraiment ça aussi qui est important. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions que vous auriez à me partager? Il semble que non. Oui, c'est prévu pour ce soir, Joanne, un petit webinaire à 19h30 où on verra un peu qu'est-ce qu'il en résultera. Et donc, oui, à 19h30 pour l'heure du Québec pour le webinaire, c'est un rendez-vous pour ceux qui seraient intéressés à le reprendre ou bien évidemment pour les autres qui seront présents pour ce soir. J'ai un petit commentaire maintenant. Donc, il y a une personne qui s'appelle Lydie qui est ici dans la salle ce soir et qui recherche donc une personne pour pratiquer et qui aurait la motivation et l'intérêt de le faire avec elle. Alors, c'est une personne de la France. Je pense qu'il y a des gens donc du Québec, entre autres, je sais qu'il y en a quelques-uns du Québec, mais il y a peut-être une autre personne pour la France. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés à prendre communication avec Lydie, ça peut être intéressant. Moi, je pourrais aussi envoyer donc un mail à tout le groupe pour faire part de cette demande-là, qui pourrait être intéressante. L'autre chose que je voulais vous parler avant de terminer, c'est le chat développement conscience que vous connaissez, qui est un site avec lequel j'ai des problèmes techniques qui ont fait que j'ai comme attendu, et finalement le webmaster avec lequel je travaille, qui a mis en place le système, est quelqu'un avec lequel j'ai pas une grande facilité d'aisance à pouvoir bien comprendre les limites, les problèmes, les raisons du problème et tout ça. Mais si ça vous intéresse, vous pourriez donc l'utiliser, le chat. Et puis moi, je compte finalement bientôt le proposer comme un lieu dans lequel les pratiques pourraient se faire, dans lequel je pourrais vous donner un rendez-vous, puis on pourrait justement se réunir et faire des rencontres et tout ça. Alors j'attends de voir, évidemment, je ne veux pas me refaire les mêmes erreurs du passé, donc je voudrais quand même être un peu plus sûr que ça fonctionne, mais si ça vous intéresse, actuellement ça semble fonctionner, il n'y a pas de problème majeur sur le chat, et si ça vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez pratiquer dans cet espace-là. J'avais même proposé une journée
Je pense que ça n'a pas bien fonctionné parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui ont été sur pour faire des pratiques entre vous. Donc, si ça vous intéresse, ben, on pourrait relancer ça. Donc, vous me direz si vous êtes intéressé. Puis moi, je pourrais officiellement relancer la possibilité de pratique par rapport à cet espace-là de chat là, qui, euh, ça pourrait être intéressant, je pense. Donc, vous me direz si cela vous intéresse. Alors voilà, donc je pense que je vais m'arrêter ici. Donc, Lydie, Joanne, vous allez pouvoir peut-être déjà vous communiquer ensemble. Sinon, bien évidemment, moi, je pourrais vous remettre en contact là, si vous avez des difficultés à vous communiquer par le biais de ce chat-ci. Donc voilà. Alors, ben, je vous remercie pour ce petit webinaire-là. Je vous dis donc à très bientôt pour une suite. Et puis, ben, pour ce soir, ben, les gens du Québec, c'est à 19h30, heure de Québec, le prochain webinaire de ce soir. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup et très belle soirée à chacun d'entre vous et très belle fin de journée pour les gens du Québec. Au revoir.